Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Ravi de vous retrouver pour ce 13h. Tout de suite, le sommaire de cette édition. Le Bénin a dépassé la barre des 1000 cas positifs au coronavirus. Le ministre de la Santé a revenu sur ces chiffres. Vous pourrez suivre dans ce journal sa déclaration. Conseil des ministres de ce mercredi, il est marqué entre autres par l'annonce de la suspension de la cession du patrimoine foncier des communes. Puis bonne nouvelle pour l'économie béninoise, l'agence internationale de notation financière Standard & Poor's a maintenu la note B+ avec une perspective stable pour le pays. Vous le savez, le Bénin a dépassé la barre des 1000 cas positifs au coronavirus. Et à ce sujet, le ministre de la Santé a apporté des clarifications. Il est revenu sur ces chiffres au cours du 20h. On l'écoute. Je confirme et je précise qu'effectivement, à la date du 24 juin 2020, nous comptons 1017 cas. Et ces 1017 cas nous fait passer la courbe, le chiffre fatidique des 1000 cas. Il faut dire que sur la même lancée, dans la journée d'hier, nous avons eu à dépister pour la première fois plus de 100 cas en une journée. Nous avons eu exactement 115 cas. Il faut dire que ces 115 cas sont issus du diagnostic posé sur les cas contacts de cas confirmés. Ça signifie que si nous arrivons à faire près de 500 tests en une journée, que nous avons 115 cas, ça signifie qu'il y a de plus en plus de cas positifs et il y a de plus en plus de cas contacts de ces cas positifs. C'est dire que le mal est effectivement dans la communauté et qu'il faut plus que jamais que les populations respectent strictement les mesures barrières mises en place, c'est-à-dire le port systématique de masques dans tous les lieux publics, le lavage systématique des mains à l'eau au savon ou la désinfection des mains au gel ou à la solution hydroalcoolique et évidemment le respect de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre qui permet d'éviter d'être en contact les uns des autres et de se transmettre le virus. Il faut dire que parmi ces cas, nous avons eu 14 décès. Ces 14 décès sont issus de cas graves. Ces cas sont graves parce que lorsqu'ils arrivent, ils sont en détresse respiratoire. Ils sont en détresse respiratoire et malheureusement, ils consultent tardivement. Ils arrivent à l'hôpital tardivement. Et c'est le lieu encore d'appeler les populations à consulter tôt. Avant, on les incitait à consulter tôt, mais aujourd'hui, il est plus que jamais question qu'au moindre petit signe, je dirais même un petit essoufflement, ne serait-ce qu'une quinte de toux ou un petit rhume, ou une petite sensation de non-sensation des odeurs ou autre, il faut immédiatement consulter. Surtout, j'attire l'attention que ces cas graves surviennent sur des sujets qui portent des tares, notamment le diabète, la drépanocytose, l'asthme, les maladies respiratoires et autres. Et ces sujets sont encore plus fragilisés par rapport à cette maladie. L'ensemble de la population doit consulter tôt, mais plus encore ces cas. Il faut que dès le moindre petit signe, le réflexe soit d'aller vers les agents de santé, d'appeler le numéro 136 du ministère de la Santé pour se signaler et se faire prendre en charge. Si on ne prend pas en charge tôt, la complication, c'est la mort. Nous avons effectivement eu à faire des constats. La majorité des cas graves qui posent problème au personnel soignant et les cas qui décèdent
sont des personnes qui ont consulté tardivement. Après 8 à 10 jours de traitement à domicile, après avoir fait de l'automédication. Et c'est pour ça que nous insistons impérativement sur la nécessité de consulter tôt. Lorsque la consultation se fait tôt, la stratégie mise en place par le gouvernement, qui repose sur les traitements présomptifs dès les premiers signes, a plus d'efficacité. Il faut que dès le moindre petit signe on consulte et que le personnel de santé ait le réflexe de mettre le traitement présomptif et également de procéder au diagnostic. C'est le lieu également pour moi de dire oui, il y a des décès, il y a la question de l'enterrement, mais je voudrais aussi rassurer les populations que la prise en charge, elle est totalement gratuite d'abord. Lorsqu'elles viennent au niveau des structures de santé, on les prend en charge totalement gratuitement pour éviter justement que ces décès ne surviennent. Parce que lorsque les décès surviennent justement, l'enterrement se déroule dans des conditions particulières qui sont définies par des normes internationalement reconnues par les autorités de santé publique au niveau mondial. En effet, la manipulation des cadavres issus de situations d'épidémie est hautement contagieuse. Et c'est ce qui fait que cet enterrement ne peut se faire que par le personnel de santé formé à cet effet. Les parents restent loin et on veille à ce quand même que les rites religieux se déroulent pour vraiment respecter la dignité de la personne décédée, mais l'enterrement est réalisé exclusivement par le personnel de santé, les parents étant à très bonne distance. C'est pour ça qu'il est impératif qu'on n'en arrive pas là. Nous respectons beaucoup nos parents, nous respectons beaucoup nos prêches, préservons-les en respectant les mesures barrières, mais surtout encore là où nous sommes aujourd'hui, en consultant tôt dès les premiers signes pour éviter d'arriver au stade de gravité qui peut entraîner vers la mort. Il y a 2 stratégies de quarantaine ou d'isolement. L'isolement à domicile, avec le respect strict des mesures barrières et du traitement, et l'isolement pour les cas graves dans les structures que nous avons identifiées et dédiées à cet effet. Donc les personnes qui sont effectivement souffrantes, qui ne présentent pas des signes dangereux, à partir du moment où elles démarrent le traitement, elles restent à domicile avec un suivi par l'équipe de santé de la zone sanitaire, des équipes d'intervention rapide, jusqu'à la guérison. Mais les cas graves, les cas sévères sont systématiquement, et les sujets porteurs de TAR, les sujets porteurs de drépanocytose, de diabète et autres, sont systématiquement hospitalisés au niveau des sites de prise en charge. Ça permet d'anticiper sur la survenue de signes de gravité et de pouvoir les prendre en charge assez tôt. Le gouvernement a très tôt pris la mesure des choses et a entrepris un certain nombre d'actions, notamment en accentuant la sensibilisation, notamment au niveau des chaînes de radio, télévision et autres, et notamment dans toutes les langues, bien sûr, dans toutes les langues, mais également vers des groupes cibles. Vous avez pu constater que le gouvernement a rencontré les confessions religieuses dernièrement pour insister encore davantage sur cette sensibilisation et sur le respect des mesures barrières. Aujourd'hui, nous avons rencontré les gestionnaires des marchés et hier, le ministre de l'enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle et moi avions rencontré les responsables des établissements secondaires. C'est vous dire que le gouvernement ne reste pas du tout inactif, que le gouvernement entreprend beaucoup d'actions pour essayer de contenir cette pandémie et surtout de veiller à ce que nos populations puissent respecter les mesures barrières prescrites et surtout venir tôt consulter pour ne pas arriver à des stades de gravité pouvant entraîner la mort. La gestion de la Covid, le contrôle de la propagation de la Covid-19 est une question de responsabilité individuelle et collective. Il faudrait que nous ayons à l'esprit de pouvoir préserver les nôtres qui sont fragiles d'arriver à des stades de gravité pouvant entraîner la mort. Chacun de nous a des personnes souffrant de TAR dans sa famille. Et il faut les protéger. Les protéger, c'est respecter strictement les mesures barrières. Et je voudrais pour finir rappeler que le numéro, la ligne rouge, la ligne du ministère de la Santé pour recueillir les symptômes ou autres plaintes, c'est le 136. Appelez le 136 dès le premier signe que vous avez pour être pris en charge.
Une société néerlandaise via un projet d'intervention dans les communes de Ouida, Pomonsé et Toribocito vient en appui au gouvernement dans la lutte contre le coronavirus. Elle a offert des dispositifs de lavage des mains à ces différentes communes. Voici les explications. 400 dispositifs de lavage des mains pour 3 communes, Ouida, Pomonsé et Toribocito. Un geste émanant du projet Service d'approvisionnement en eau potable, hygiène et assainissement, AEFA. Un projet élaboré et mis en œuvre par Oxfam avec une subvention du Fonds acteur non étatique du programme OMI Delta, financé par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas et géré par l'Organisation néerlandaise de développement. Et depuis l'apparition du coronavirus au Bénin, les acteurs du dit projet se sont également donnés pour mission de mener des actions pour l'éradiquer. En étroite collaboration avec nos partenaires et les parties prenantes à tous les niveaux de l'administration gouvernementale, nous intensifions nos actions de prévention et de sensibilisation pour freiner la propagation de la pandémie par le renforcement de la résilience des populations vivant dans les milieux urbains et ruraux de plus grande vulnérabilité. À la date de ce 25 juin, le Bénin compte 1017 cas confirmés de personnes affectées par la pandémie du coronavirus. 715 sont sous traitement, 288 guéris et 14 décès. Des statistiques inquiétantes qui invitent à davantage de prudence et surtout au respect des mesures barrières. Cet appui du projet Service d'approvisionnement en eau potable, hygiène et assainissement AEFA vient donc comme un apport considérable pour aider les communes de Ouida, Pomonsé et Toribocito à vaincre la pandémie du coronavirus. Des communes d'intervention du projet. Nous félicitons donc Oxfam pour l'initiative, mais aussi tous les autres acteurs pour leur engagement dans la lutte contre cette pandémie. Grande a été notre joie, parce que ce besoin existait énormément et on réfléchissait à comment combler ce besoin. Je voudrais exhorter les maires bénéficiaires à sensibiliser davantage les populations pour une utilisation effective de ces dispositifs de lavage de mains. Ces dispositifs de lavage des mains seront répartis dans les établissements scolaires des 3 communes bénéficiaires ainsi que les arrondissements. Des campagnes de sensibilisation sont également prévues pour exhorter les populations au respect strict des mesures barrières. Seul gage de la victoire sur la pandémie du coronavirus au Bénin. En off à présent, la communauté internationale célèbre aujourd'hui la journée internationale de lutte contre la drogue. Et pour cette édition, les Nations Unies ont retenu comme thème la santé pour la justice pour la santé. Saka Lafia, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique du Bénin, a à cet effet rappelé aux citoyens certains méfaits de la drogue. C'est à la faveur d'un message que vous pourrez suivre dans nos prochaines éditions. C'est une actualité économique qui fait la une des parutions. L'Agence internationale de notation financière Standard & Poor's a maintenu la note B+, avec la perspective stable pour l'économie béninoise. Mais de quoi retourne concrètement une telle décision dans un contexte économique mondial marqué par la récession? Élément de réponse avec Renaud Akakpo et Ernest Tetegou. L'Agence internationale de notation financière Standard & Poor's a maintenu la note B+, avec la perspective stable attribuée à la République du Bénin. Selon certains observateurs avertis de l'actualité économique, cette décision confirme la solidité des fondamentaux économiques du pays. Aujourd'hui, le Bénin est noté B+, perspective stable. Ça veut dire simplement que le Bénin est classé dans le peloton de tête. C'est l'une des meilleures notes au plan africain. Et donc le Bénin est un pays crédible, un pays sérieux au plan international. Alors que plusieurs pays d'Afrique ont vu leur notation dégradée depuis le début de la pandémie du coronavirus, le Bénin se maintient ainsi parmi les pays africains bénéficiant de la meilleure notation de crédit, gratifiant les réformes économiques entreprises par le gouvernement depuis 2016. D'abord, c'est quoi la notation, ce type de notation faite par l'agence Standard & Poor's? Et il faut souligner que dans l'environnement économique international,
les différents pays sont confrontés donc à des besoins de financement et dans le but d'attirer le maximum de capitaux sur le marché financier international, les pays sont amenés à émettre ce qu'on appelle des signaux sur le marché de façon à pouvoir montrer leur capacité à obtenir beaucoup plus de ressources sur le marché financier. Et aujourd'hui, cette institution qui évalue donc les différents pays dans le monde a attribué encore au Bénin la note B+. Par cette décision, Standard & Poor's relève l'amélioration continue des indicateurs macroéconomiques du Bénin depuis plusieurs années. Quels sont les éléments qui entrent en ligne de compte dans cette notation? Nous avons la capacité du pays à créer de la richesse. Deuxièmement, nous avons la solidité donc des finances publiques. Troisièmement, nous avons la probabilité de risque. Et quatrième élément, c'est la stabilité donc des institutions au niveau du pays. Cette note, elle varie généralement de D jusqu'à A. La note D, c'est la note la plus mauvaise. Les notes de la catégorie A sont les meilleures notes. Aujourd'hui, le Bénin a la note B+. Nous sommes dans une bonne situation comparativement à beaucoup d'autres pays africains. Cette notation confirme aussi les perspectives positives du Bénin avec une croissance réelle du PIB estimée à 6,3% en moyenne sur la période 2021-2023 par Standard & Poor's. La performance du Bénin est obtenue à partir de deux grands facteurs. On a une bonne perspective de croissance économique qui est favorisée par les investissements. Ensuite, nous avons une croissance des exportations. Une croissance, bien sûr, qui provient aussi bien du secteur agricole que des performances réalisées par le secteur portuaire. Deuxième volet, qui est non moins important, cela regroupe en fait toutes les réformes qui ont été menées sur le plan de l'assainissement des finances publiques. L'agence reconnaît par ailleurs que la politique de confinement ciblé mise en œuvre par le gouvernement permet de limiter les effets néfastes de la pandémie sur l'économie béninoise. Elle estime aussi que le soutien obtenu de la part des partenaires multilatéraux et bilatéraux depuis le début de la crise de la Covid-19 devrait limiter les pressions sur la balance des paiements et le budget en 2020. Que le Bénin soit noté B+, dans cette période, est une performance exceptionnelle. Et j'explique. Vous savez que le monde entier est en crise, donc il y a la crise de la Covid-19. Et cette crise a entraîné un ralentissement de l'économie mondiale. Et les agences de notation, de façon générale, sont en train de dégrader les différents pays. Dans ces conditions, où de façon générale, on assiste à des dégradations un peu partout, le Bénin s'est fait remarquer par un maintien de sa note. Dans ce contexte, Standard & Poor's anticipe une augmentation relativement contenue de l'endettement du gouvernement en 2020 à 43% du produit intérieur brut et projette dès 2021 un retour à une trajectoire très favorable en matière de croissance, de finances publiques et d'endettement du pays. Ces agences reconnaissent la performance économique du Bénin et savent que le Bénin va rebondir juste après la pandémie. L'agence de notation rappelle enfin la décision du gouvernement de ne pas participer à l'initiative de suspension du service de la dette mise en place par le G20. Cette décision contribue ainsi à rassurer les investisseurs du Bénin. Le ministre de l'économie et des finances a expliqué les tenants et aboutissants d'une telle position lors d'une interview accordée à la presse internationale. Ce que nous notons, c'est qu'un moratoire de quelques mois ne fait que repousser les difficultés à l'année prochaine. Par ailleurs, le fait d'accorder un moratoire au budget semble accorder une respiration, mais en réalité, ça ne donne pas les moyens d'affronter les dépenses nouvelles du Covid-19. Ça ne donne pas les moyens de continuer à apporter du soutien aux populations vulnérables qui souffrent des restrictions de mobilité, qui souffrent des doubles chocs sur la demande et sur l'offre. Mais en termes de demande pour répondre à une volonté de solidarité mondiale, nous pensons qu'il faut faire des choses qui ne nous empêchent pas de pouvoir demain continuer le chemin de la croissance. Vous savez, dans la plupart de nos pays, la capacité de mobilisation de ressources internes est faible. Le secteur privé est faible. Ce qui fait que la nécessité pour nos gouvernements d'investir pour impulser la croissance, pour répondre aux besoins de nos populations vulnérables, cette nécessité elle est forte. Mais ces investissements à faire par les États ne peuvent se faire que l'accès au financement. Donc,
Donc, toute solution qui rendrait difficile ou coûteux l'accès au financement futur handicaperait notre capacité à renouer avec le chemin de la croissance. Le choc massif et brutal produit par la pandémie du coronavirus a plongé l'économie mondiale dans une grave récession. Selon les prévisions de la Banque mondiale, le PIB mondial va diminuer de 5,2% cette année. Malgré sa projection tournée vers la déflagration économique, le Bénin, tel un roseau, plie et ne rompt pas. Le Conseil des ministres a décidé de la suspension de la cessation du patrimoine foncier des communes et de la prise en charge du financement des opérations de lotissement en République du Bénin. Nous vous proposons de suivre ici un extrait du compte rendu du dit Conseil à ce sujet. Suspension de la cession du patrimoine foncier des communes. Cette mesure résulte des missions de vérification diligentées par le gouvernement dans les communes en vue d'apprécier la gestion du foncier, notamment des réserves administratives. Les dites missions ont mis en exergue de graves dysfonctionnements dans les opérations de lotissement ainsi qu'un défaut de préservation de ces réserves dans la plupart des cas, alors que celles-ci sont censées accueillir des équipements publics et socio-économiques. Une telle situation compromet le développement équilibré du territoire et ne favorise pas l'accès des populations aux services essentiels, de même que les investissements pour la promotion d'activités économiques au plan local. Il est donc impérieux de sauvegarder les réserves administratives et d'assurer une meilleure gestion du patrimoine foncier des communes au moyen d'une plus grande transparence dans les opérations de lotissement ou de remembrement du foncier urbain. C'est pourquoi le Conseil a adopté le présent décret qui fixe la durée de la suspension à 6 mois et a instruit les ministres concernés par le sujet à l'effet de établir la situation exacte de toutes les opérations de lotissement et de remembrement foncier urbain en cours sur le territoire national, que ces opérations soient autorisées ou non par les mairies et aient recueilli ou pas l'avis de la commission d'urbanisme compétente. Prendre les dispositions pour faire l'inventaire des réserves administratives existantes sur toute l'étendue du territoire national aux fins d'empêcher leur morcellement et leur cession. Suspendre la cession par les mairies de toute parcelle du domaine privé de la commune. Les ministres veilleront par ailleurs à l'application rigoureuse du dit décret afin d'assurer dans la durée la bonne gouvernance des opérations liées à la gestion du patrimoine foncier des communes sur toute l'étendue du territoire national. Et pour mieux appréhender cette décision de l'exécutif, Lénaïque Agbazaou s'est intéressé au bien fondé de la dite mesure. Voici ses explications. La lutte contre la mafia foncière, Patrice Talon en fait désormais son affaire. Le centre de la rupture, apôtre de la bonne gouvernance et de la gestion hygiénique des affaires publiques, sonne la fin de la récréation dans les communes et donne un coup de pied dans la fourmilière. Interdiction est désormais faite de la cession du patrimoine foncier dans les 77 communes du Bénin. Une pratique courante, véritable vache à lait au niveau de certaines collectivités territoriales qui entrave la construction des infrastructures socio-économiques et des espaces communautaires. La suspension de 6 mois décrétée est la résultante des constats faits par des missions de vérification diligentées par le gouvernement en vue d'apprécier la gestion du foncier, notamment des réserves administratives dans les communes. C'est une mesure qui était très attendue et il faut déjà saluer cette initiative que le gouvernement a prise et qui montre une fois encore qu'il est soucieux de pouvoir prendre en main le foncier, de pouvoir remettre le foncier dans sa fonction première qui est de contribuer au développement économique, à la croissance économique, au progrès social et surtout de faire du foncier un outil d'aménagement du territoire. À la date d'aujourd'hui, il ne doit plus y avoir de transactions. Et en l'occurrence, à l'occasion de des lotissements où il y a des réserves administratives qui sont déterminées pour servir à l'érection de diverses infrastructures socio-communautaires, les écoles, les collèges, les hôpitaux, les aéroports, les logements sociaux et tant d'autres. Il se fait que de temps en temps, ces
réserves administratives disparaissent ou sont réaffectées à d'autres buts qui ne servent pas toujours l'intérêt général. Et au moment où l'État ou la commune se décide à réaliser donc des projets, des équipements collectifs, des équipements qui profitent à tout le monde, on ne retrouve plus et l'État ou les communes sont obligés de commencer à courir dans tous les sens ou de recourir à l'expropriation qui coûte de l'argent, qui coûte beaucoup d'argent, alors que souvent c'est déjà difficile de mobiliser les ressources pour financer la réalisation, donc la construction des équipements, mais c'est qu'il faut encore aller chercher de l'argent pour exproprier pendant que les réserves administratives préalablement dégagées sont distraites. C'est en cela que cette décision, elle est salvatrice. Et comme ça, il sera plus aisé de pouvoir faire de la planification. Et au-delà, il sera plus aisé de pouvoir faire de l'aménagement du territoire. Les investisseurs et autres privés pourront désormais opérer des transactions foncières en toute sécurité. La décision du gouvernement de Patrice Talon va dans le sens de la préservation de l'intérêt national. C'est pourquoi le chef de l'État et son équipe ont exigé le point des opérations de lotissement par commune et un état des lieux des réserves administratives. Cerise sur le gâteau, l'État décide de prendre en charge le financement des opérations de lotissement en République du Bénin. L'État veut reprendre en main donc, les opérations de lotissement et de remembrement avec la transparence qui manquait. Donc cette transparence il y aura donc beaucoup plus de lumière dans ce qui va se faire, mais également effectivement voir comment accompagner ce processus. Donc c'est pour voir clair, mais c'est surtout pour apporter donc de la transparence. Et les citoyens doivent se réjouir, mais aussi les acteurs devraient pouvoir se réjouir parce que leur travail donc va être allégé, leur travail va pouvoir se faire dans la transparence et ce sera donc dans l'intérêt de tout le monde. Le foncier de manière générale va pouvoir rentrer donc dans un rôle original pour pouvoir servir d'outil pour le développement de notre pays. Tout ça, c'est pour qu'on puisse avoir un foncier qui est un facteur favorable pour l'aménagement du territoire, pour la mise en œuvre des projets qui sont prévus dans le cadre du programme d'action du gouvernement. En somme, la décision du gouvernement sauve le patrimoine des communes, garantit un meilleur remembrement foncier urbain et annonce la renaissance des réserves administratives au Bénin, gage de développement équilibré et de l'accès des populations aux services essentiels. Et justement, sur ce sujet, plusieurs citoyens béninois se sont prononcés sur cette décision du gouvernement. Vous pourrez suivre leur avis sur la question dans nos prochaines éditions. Ce journal se poursuit. Le gouvernement fait du traitement des eaux usées une priorité. Il envisage donc de mettre sur pied une station de traitement des boues de vidange à Abomey-Calavi. 2 ministres du gouvernement se sont rendus sur le site. Le point avec William Joki. De grands bassins remplis d'eau dans ce site d'Abomey-Calavi. Dans quelques mois, ils serviront à traiter les boues de vidange de toute la zone ouest du Grand Nokoué. Une succession de traitements à travers des bassins et tout. Il y a une exigence vraiment de traitement au sorti de cette station. À titre d'exemple, nous quittons un paramètre important que nous appelons le CO. Nous passons de 35 000 à 125. Et donc vous voyez la charge qui entre dans cette station, ce qui va sortir après. Donc c'est dit que les normes en la matière sont strictement respectées. C'est l'une des promesses du PAG, le programme d'action du gouvernement. Une infrastructure d'assainissement. À la fin des travaux, elle aura une capacité de 600 mètres cubes. On est à 15% par rapport au niveau prévu, on est en avance. Donc octobre 2021, normalement, le chantier devrait pouvoir être livré. Pour le bonheur donc, des populations de Calavi et environ. Ça va desservir à la fois Calavi, une partie de Cotonou Ouest et Ouida, pourquoi pas Alada. Toute la zone quand même qui se trouve aux environs de Calavi donc, sera donc desservie par cette station. Accompagné de son collègue de cadre de vie, de l'ambassadeur de l'Allemagne près le Bénin, pays partenaire financier via la KfW, ils ont pris connaissance de tout le projet. Ils ont aussi visité toute la station en chantier.
l'assainissement des boues, surtout dans des zones de grande concentration démographique, ont une importance qu'on ne peut pas surestimer. Et je suis très heureux d'avoir aussi aujourd'hui l'opportunité d'être ensemble avec les deux excellences et grâce à la SOGEA et à la SONEP, et de voir comme bien ont commencé les travaux, et je me réjouis beaucoup des grands progrès qui ont été faits jusqu'alors. Cette station de traitement des boues de vidange vient non seulement compléter celle déjà érigée à Semepodi, mais aussi résoudre l'épineuse question d'assainissement des eaux usées dans le Grand Nokoué. Voilà, c'est la fin de cette édition que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain.